Tout le monde enviait Marina. À première vue, elle avait la vie dont rêvent des millions de femmes. Un mari brillant, séduisant, respecté. Un chirurgien célèbre, admiré par ses collègues, riche, élégant, charismatique. Un appartement luxueux dans un immeuble huppé. Une garde-robe parfaite. Pas besoin de travailler, pas de souci d'argent. Aux yeux du monde, c'était un conte de fées moderne. Le genre de vie qu'on affiche avec le sourire sur les réseaux sociaux et qui pousse les autres à soupirer en se disant « Elle a vraiment tiré le gros lot ». Mais personne ne voyait ce qui se passait quand la porte se refermait. Personne n'entendait le mépris dans sa voix. Personne ne voyait la façon dont il la regardait. Comme si elle n'était pas une épouse, mais un objet décoratif, qu'on juge, qu'on déplace, qu'on corrige. Personne ne savait que derrière les bouquets somptueux, les dîners raffinés et les compliments publics se cachait une prison. Une cage dorée. Et dans cette cage, Marina s'effaçait un peu plus chaque jour. Tout commençait toujours par des détails. Un café pas assez bon, une robe qui ne convenait pas, une coiffure sans éclat, un regard trop vide, une amie mauvaise influence, 1 kilo de trop, une phrase de travers, une respiration au mauvais moment. Avec le temps, ces détails étaient devenus une méthode, une stratégie, une manière lente et méthodique de la briser sans laisser de traces visibles. Son mari, Stas, était de ceux que tout le monde admire. Un homme qui sauvait des vies à l'hôpital et détruisait celles de sa femme à la maison. En public, il lui caressait la joue avec tendresse. En privé, le même geste devenait une prise de contrôle. Il savait exactement comment parler pour la diminuer sans jamais hausser le ton devant témoins. Il était l'homme parfait pour le monde extérieur et le bourreau parfait dans l'intimité. Pour ses amis, Marina était une privilégiée. Elle la regardait avec jalousie. Elle lui disait qu'elle avait de la chance, qu'un homme comme lui, beau, cultivé, riche, fidèle en apparence, c'était rare. Elle ne comprenait pas pourquoi elle semblait parfois absente, pourquoi son sourire paraissait si fatigué, pourquoi ses yeux étaient souvent perdus dans le vide. Elle ne savait pas que Marina n'avait plus d'argent à elle, plus de cercle à elle, plus de choix à elle. Même ses vêtements étaient validés par lui, même ses courses passaient par lui, même sa vie intérieure semblait avoir été confisquée. Pourtant, autrefois, Marina n'était pas cette femme silencieuse et soumise. Elle avait été une jeune artiste prometteuse, une peintre, une fille qui rêvait de Paris, de galeries, d'expositions, de couleurs, de liberté. Ses professeurs lui prédisaient un avenir. Ses aquarelles touchaient ceux qui les voyaient, elle avait du talent, de la sensibilité, une lumière rare. Puis Stas était arrivé dans sa vie avec sa confiance absolue, son élégance impeccable, sa facilité à tout rendre beau. Il l'avait séduite comme on construit une illusion parfaite. Il lui avait dit qu'elle n'était pas faite pour les petits boulots, ni pour les commandes mal payées, ni pour la fatigue de la vie ordinaire. Il lui avait promis une existence à la hauteur de son talent. Il lui avait dit « Sois simplement près de moi, je m'occupe du reste ». Et elle l'avait cru. C'est ainsi que les rêves meurent parfois. Pas dans le bruit, pas dans le drame immédiat, mais dans le confort, dans la séduction, dans la promesse d'être protégée. Marina avait quitté ses études presque à la fin. Elle avait rangé ses pinceaux, ses toiles, ses ambitions. Elle croyait entrer dans une grande histoire d'amour. Elle entrait en réalité dans un système d'emprise. Les 2 premières années avaient ressemblé à un bonheur parfait. Puis les remarques avaient commencé. Puis les interdictions déguisées en conseils. Puis l'isolement. Puis le contrôle de l'argent. Puis la honte. Puis la peur. Et un jour, sans savoir exactement quand, Marina avait compris qu'elle ne vivait plus avec un mari, mais avec un homme qui avait besoin de la voir petite pour se sentir puissant. Le plus terrible, c'est que les victimes d'emprise ne s'en rendent pas compte immédiatement. Elles s'adaptent. Elles négocient avec la souffrance. Elles espèrent que cela va passer. Elles se disent qu'elles exagèrent, qu'il est stressé, qu'il les aime à sa façon, qu'il faut faire plus d'efforts. Marina pensait comme ça, elle aussi, jusqu'au jour où quelque chose, ou plutôt quelqu'un, fit irruption dans sa vie. Dans leur immeuble vivait un vieil homme que tout le monde évitait. Un voisin solitaire, austère, voûté, toujours enfermé chez lui. On l'appelait le professeur. Certains disaient qu'il avait été un grand intellectuel, spécialiste du théâtre. D'autres racontaient qu'il avait perdu la raison après un drame familial. D'autres encore murmuraient qu'il était responsable de la mort de sa femme et de son fils. Dans ce genre d'immeuble chic, les ragots circulent vite et la vérité disparaît souvent sous les apparences. Le vieux voisin était devenu une légende sombre, un homme dont on détournait le regard dans l'ascenseur. Un jour, alors que Marina sortait les poubelles, l'un des sacs se déchira sur le palier.
Les déchets se répandirent au sol. Honteuse, rouge de gêne, elle s'agenouilla pour tout ramasser à la hâte. C'est à ce moment-là que la porte du voisin s'ouvrit. Elle s'attendait à une remarque froide, à du mépris, à un soupir agacé. Mais il ne dit rien. Il rentra chez lui, revint avec un sac neuf, une pelle et une balayette, puis l'aida en silence à nettoyer. Sans un sourire, sans une once de condescendance. Juste une aide simple, directe, presque rude, mais sincère. Ce geste minuscule bouleversa Marina plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Parce qu'il y avait là quelque chose qu'elle ne recevait plus depuis longtemps. Du respect. Pas de mise en scène, pas de leçon, pas de contrôle, juste de l'aide. Le soir même, Stas avait observé la scène par le Judas, et il entra dans une colère noire. Il lui interdit formellement de parler à cet homme. Il la traita d'inconsciente. Il lui raconta que ce voisin était dangereux, instable, presque meurtrier. Il s'emporta, lui serra le bras si fort qu'un hématome apparut. Ce fut la première marque visible. Le premier bleu. La première frontière franchie de façon irréversible. Cette nuit-là, Marina ne dormit pas. Quelque chose s'était déplacé en elle. Bien sûr, il y avait la douleur, l'humiliation, la peur, mais il y avait aussi autre chose. Une colère froide, une étincelle, une sensation nouvelle. Peut être que ce qu'elle vivait n'était pas normal. Peut être que celui qu'on lui présentait comme un homme exceptionnel n'était qu'un tyran bien habillé. Le lendemain matin, alors que Stas était parti travailler comme si de rien n'était, Marina fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé auparavant. Elle remplit un thermos de bouillon, prit des médicaments antidouleurs, traversa le palier et sonna chez le vieux voisin. Lorsqu'il ouvrit, il avait l'air épuisé, malade, presque cassé physiquement. Elle lui tendit le thermos d'une main tremblante, en expliquant maladroitement qu'elle avait entendu dire qu'il allait mal. Il la fixa longuement, puis il esquissa une sorte de sourire amer et la laissa entrer. Son appartement semblait appartenir à un autre temps. Des murs entiers couverts de livres, une odeur de poussière, d'encre, de médicaments et de silence. Une immense solitude, mais aussi une dignité intacte. Il vivait dans un désordre de vieux monsieur cultivés, pas dans la folie que décrivaient les voisins. Il souffrait simplement de douleur, de l'âge et d'un passé lourd à porter. Ce jour-là, il lui dit une phrase qui la traversa comme une lame. « Regardez-vous dans un miroir. L'aide, ce n'est pas moi qui en ai le plus besoin. » Il avait vu ses bleus. Il n'avait pas eu besoin d'explication. À partir de ce moment, Marina commença à passer chez lui régulièrement. Au début pour l'aider, puis pour parler, puis pour respirer. Peu à peu, ce vieil homme que tout le monde craignait devint la seule présence sécurisante dans sa vie. Il ne la traitait pas comme un bel objet, il ne la coupait pas de ses pensées. Il l'écoutait. Il lui parlait d'art, de théâtre, de littérature, de la vieille ville, de mémoire, de destin. Il s'intéressait à ce qu'elle pensait. Quand elle lui montra d'anciens croquis, des aquarelles oubliées, il les regarda avec une attention presque sacrée. Et il lui dit « Tu as un don ?» Enterrer son don est une forme de mort. Cette phrase réveilla quelque chose en elle. Une partie de Marina qu'elle croyait disparue. L'artiste, la femme libre, la femme vivante. Mais les tyrans sentent toujours quand leur proie leur échappe. Stas remarqua vite que quelque chose changeait. Son regard devenait moins soumis. Son silence n'était plus le même. Son âme commençait à lui résister. Alors il resserra l'étau. Il vérifia son téléphone. Il surveilla ses sorties. Il provoqua des scènes. Il l'accusa de le ridiculiser dans l'immeuble. Il prétendit que les voisins parlaient d'elle. Puis la violence augmenta. Plus directe, plus brutale. Un soir, il l'a surpris en train de sortir de chez le professeur. Sur le palier, il hurla. Puis, à l'intérieur de l'appartement, il passa des mots au cou. Le lendemain matin, comme tant d'hommes violents, il joua le repentir, le croissant préféré, les excuses, les baisers sur les mains, les promesses, la fatigue, le stress de l'hôpital, l'amour soi-disant. C'est ainsi que fonctionne l'emprise. La blessure, puis l'apaisement, puis l'illusion d'un retour à la normale. Beaucoup restent à cause de cette alternance, parce qu'elles veulent croire que l'homme tendre existe encore, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles n'ont rien, parce qu'on leur a fait croire qu'elles ne sont rien. Mais chez Marina, quelque chose avait définitivement basculé. Ce n'était plus seulement de la souffrance, c'était de la lucidité.